Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là en ce début janvier, début d'année 2025. Bonne année à tous pour ceux à qui je n'ai pas eu la chance de souhaiter cette bonne année. Alors, la présentation que je vais vous faire ce midi s'appelle le programme Qualification des jeunes, l'influence perçue par les jeunes eux-mêmes. Alors, comme Vanessa le disait, moi, je suis chargé de projet à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté. Je suis aussi candidat à la maîtrise à l'École d'administration publique. Euh, je vais juste essayer de bouger ma diapo. Alors, le contexte de l'étude, rapidement, en fait, c'est pour vous rappeler vous rappeler ou vous informer que l'équipe de direction qui me supervise, qui m'accompagne, constituée de Martin Goyette, professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique, et de Rosita Vargas-Diaz, qui est professeure associée à l'École de travail social et de criminologie à l'Université Laval. Je tiens aussi à mentionner que l'Institut universitaire Jeunes en difficulté m'a également soutenu avec une bourse là, pour mes études. Ensuite, voici le plan de la présentation qui vous sera donné aujourd'hui. Donc, au départ, on va commencer avec une définition de la participation, une définition que j'ai choisie pour le travail. On en parlera un peu plus longuement. Ensuite, je vous expliquerai la problématique de ma recherche, de mon travail, pour ensuite vous parler de la question de recherche. En fait, quelles questions ont été posées, là, en fait, quelles questions je me suis posées pour faire ce travail. Et par la suite, on regardera ensemble le cadre théorique qui a été utilisé. C'est en gros la lunette que j'ai utilisée pour faire mon travail. Euh, on passera par la méthodologie ensuite qui vous sera brièvement présentée. Je suis conscient que ce n'est pas nécessairement la partie la plus enlevante de la présentation. Ensuite, je vous présenterai des résultats préliminaires, puis il y aura une discussion et une conclusion. Et comme on vous l'a dit, il y aura également des questions qui pourront être posées. Alors, la définition de la participation. La définition que j'ai choisie, qui, à mon avis, se colle très bien au travail que je voulais faire, en fait, c'est celle qui est proposée par Checkaway en 2011. Ça fait quand même un petit bout, mais il me semble que c'est celle qui se colle le mieux à ce qui nous intéresse, là, entre autres à l'IJD, puis entre autres aussi pour les jeunes qui sont dans des milieux de placement. Donc, la participation est définie comme le processus d'implication des jeunes et des enfants dans les institutions et les décisions qui affectent leur vie, de manière active et ayant une influence. Donc, il y a des éléments qui me semblent importants dans cette définition-là, qui est faite, en fait, qui, dans un milieu institutionnel, peut être encore plus important. C'est-à-dire que le processus d'implication, c'est quoi les processus qu'on met en place pour que les jeunes puissent donner leur point de vue, à quel point les décisions affectent leur vie, puis à quel point ils ont eu de l'influence dans ces décisions-là. Et est-ce qu'on met en place ce qu'il faut pour qu'ils soient actifs là, et qu'ils aient une influence sur leur parcours? La problématique. Donc, je vais vous parler du contexte un peu international de la littérature, puis ensuite, on va passer au contexte un peu plus national, c'est-à-dire la littérature québécoise. Euh, donc, dans le contexte des services publics, en fait, la protection de la jeunesse, c'est un service public, évidemment, on doit se le rappeler, même si je suis persuadé que la plupart des gens qui nous écoutent, là, qui m'écoutent, sont au courant, mais c'est une loi d'exception. Et ce sont aussi des services d'exception pour les enfants les plus vulnérables là, de notre société. Donc, on offre des soins, puis on offre également un accompagnement qui est plutôt spécifique là, dans ce cas-ci.
parce que c'est évidemment une population qui est peu nombreuse aussi. Là, on parle de moins de 10% des jeunes qui sont placés en milieu institutionnel. Tout ça dans un contexte institutionnel qui est marqué par la nouvelle gestion publique. C'est une approche là, qui est assez connue et assez discutée là, dans les recherches notamment. C'est-à-dire que c'est une approche qui vise à améliorer la performance et l'efficacité des organisations, évidemment dans un contexte où les finances publiques là, sont plutôt serrées et qu'on cherche à être le plus efficace possible pour dispenser les services. Bien, cette approche-là répond à des besoins, évidemment, administratifs là, qui sont mis de l'avant. L'idée, c'est de mesurer, en fait, là, la performance et l'efficacité des organisations par une reddition de comptes. Donc, évidemment, pour savoir si on est performant, il faut avoir des données, puis de l'information qui nous permet de l'affirmer ou de trouver des solutions. Mais ça aussi, ça amène une forme de centralisation du pouvoir et des décisions. Puis ça amène aussi les organisations à standardiser les actions. Donc, si on veut avoir un bon regard là, sur ces questions-là, si on veut savoir si on est efficace, bien, il faut que les pratiques soient standardisées, puis qu'on répète les mêmes solutions, les mêmes actions pour les mêmes problèmes. Alors, un des moyens pour y arriver, c'est d'utiliser, entre autres, des procédures bureaucratiques. Donc, on installe des façons de faire, des mécanismes qui nous permettent de pouvoir travailler de la même façon, avoir une certaine rigueur dans l'application des moyens et des actions posées. Et tout ça, ça peut nous amener à nous poser la question, c'est quoi les effets de cette question-là, c'est-à-dire de la nouvelle gestion publique dans un milieu comme la protection de la jeunesse? Est-ce qu'il y a des effets sur la participation des usagers, des jeunes, de leurs familles? Donc, comme je le disais tantôt, la littérature internationale, il y a des études qui se sont penchées sur cette question-là. Je me suis arrêté sur une revue systématique sur la participation des jeunes en hébergement. Donc, c'est une revue qui a été faite par Macpherson et Al en 2021. Ça fait quand même quelques années, mais c'est encore assez près de nous. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les gens qui ont fait cette étude-là? Ben, en fait, il faut préciser qu'il y a à peu près 11 études là, qui ont été examinées par Macpherson et Al, qui se sont déroulées dans différents pays, là, dont l'Angleterre, l'Irlande, l'Australie. Il en ressort que Macpherson et ses collègues ont découvert que, en fait, les jeunes étaient assez peu consultés quand il s'agit de décisions majeures. Des décisions qui sont axées là, sur leur futur, les consultations sont plutôt peu nombreuses. On leur demande leur avis, en gros, sur des activités qui sont plus ludiques, qui sont plus du quotidien, mais on demande peu leur point de vue sur des décisions qui sont majeures. Ensuite, les jeunes disent qu'ils n'ont pas, en fait, ils ne se sentent pas toujours à l'aise d'intervenir dans les discussions plus formelles d'adultes. Donc, les discussions sont organisées dans des rencontres plus formelles qui sont souvent en réponse à des exigences des organisations, puis qui mettent à l'aise les adultes pour faire leur travail, pas nécessairement les jeunes qui y participent. Troisièmement, l'aspect bureaucratique limite la flexibilité des interventions et du même coup la participation des jeunes. Eh bien, c'est sûr que pour standardiser les pratiques, pour rendre des comptes, il y a une façon de faire qui alourdit parfois le travail et qui peut paraître assez incompréhensible aussi pour des jeunes qui sont placés et qui ont des besoins qui sont assez loin des réalités bureaucratiques. On dit en fait que le format plutôt formel là, des réunions, ça débouche à des décisions importantes, mais ça peut intimider les jeunes, puis ça les met dans des situations là, où ils sentent la lourdeur bureaucratique de tout ça. Le lien de confiance également est important avec l'intervenant, puis ça favorise une participation là, plus grande des jeunes, parce que, évidemment, les contextes, d'autant plus que les contextes sont très institutionnels, sont assez anxiogènes pour les jeunes.
Donc, ce sont des jeunes, évidemment, comme on l'a dit tantôt, qui sont placés sous une loi d'exception, qui sont peut-être parmi les plus vulnérables de notre société, puis qui n'ont pas nécessairement tendance à vivre ce genre de rencontres officielles. Donc, la vision des professionnels. Qu'est-ce que les professionnels ont dit dans ces recherches sur la participation des jeunes? Bien, ça varie en fait en trois grandes lignes. C'est-à-dire qu'il y a une formalité sans réelle conséquence sur la prise de décision. Il y a des intervenants qui disent que, bon, les jeunes sont consultés, mais on est plus de l'ordre de la formalité. Quand vient le temps de prendre les décisions, pardon, leur parole n'est pas nécessairement retenue. Ensuite, il y a des intervenants qui nous disent qu'il y a une réelle volonté de considérer la parole des jeunes en question, mais dans la prise de décision, mais on ajoute à ça que c'est plutôt limité parce que le mandat de protection amène les intervenants à resserrer un peu, puis à s'assurer que les jeunes soient sous protection et ne prennent pas trop de risques. Alors, la question du risque vient évidemment mettre un cadre, là, puis légitimise, là, je pense, c'est ce qu'ils veulent nous dire, une prise en main un peu là, des décisions de la part des adultes et peut-être de moins s'ouvrir à des propositions que les jeunes peuvent faire. Donc, la participation dans la littérature québécoise, alors, au Québec, il y a de plus en plus de chercheuses là, qui commencent à s'intéresser à cette participation-là. Je dis chercheuses, évidemment, parce que elles sont majoritaires à s'intéresser à cette question-là. Mais il y a encore peu de résultats de recherche là, sur le sujet. Je me suis concentré là, pour la présentation sur trois études qui ont été menées sur trois populations de jeunes, dont une en centre jeunesse, une population qui est en centre jeunesse, les travaux de Gressler et Hall en 2020. Ces trois études-là concluent que les jeunes sont peu socialisés à la participation. Il y a beaucoup d'études qui portent sur la non-participation. Les gens nous disent, les chercheurs de ces études-là nous disent que, les chercheuses, pardon, nous disent que les jeunes vivent leur première socialisation à la participation souvent avec des intervenants. À la maison, c'est pas nécessairement dans la culture, c'est pas nécessairement dans la culture à la maison de socialiser les jeunes à la participation. Souvent, les parents sont eux-mêmes un peu marginalisés par rapport aux décisions qui les concernent. Donc, c'est une expérience qui est vécue par les jeunes à travers des mécanismes qui sont mis en place par des intervenants. Donc, les intervenants offrent souvent la première expérience de participation. Elles font également mention que cet intervenant-là, ces intervenants jouent un rôle de médiateur et d'entremetteur. Donc, souvent entre les institutions elles-mêmes, les intervenants peuvent jouer un rôle de médiateur et entremetteur, mais également entre les personnes qui gravitent autour là, des jeunes en question. Donc, le rôle des intervenants devient un peu central là, sur la question de la participation des jeunes. Ce que l'on sait des jeunes au Québec, eh bien, en fait, vous connaissez tous probablement EGEP et les travaux de Martin Goyette. Je pars de ces travaux pour vous parler un peu des jeunes dont on parle ici. Il est important, je pense, par rapport à la participation, de parler aussi du faible niveau d'éducation. À 17 ans, on dit que 37% ont décroché de l'école. Donc, on parle des jeunes là, qui sortent de placement. 8% dans la population en général. Donc, quand on compare les gens de la population générale avec les gens qui ont passé par les services de protection, on voit un grand écart. À 17 ans, 17% ont atteint le secondaire 5, alors que 75% dans la population générale. Puis on dit qu'un jeune sur trois est ni en emploi, ni aux études, ni en formation à 21 ans. On parle donc d'une grande précarité financière, d'un réseau social qui est plutôt limité. Beaucoup ont coupé les liens avec leur milieu naturel.
Beaucoup présentent des problèmes de santé mentale, donc 39% ont connu des difficultés de santé mentale et 6%, alors que dans la population générale, on parle de 6% des gens qui ont eu des difficultés de santé mentale. Pour ce qui est de l'itinérance, un jeune sur trois va avoir vécu de l'itinérance. Donc, 44% de ces jeunes ont été arrêtés par la police, 21,4% en prison, se sont retrouvés en prison, et 40 fois plus de demandes en santé mentale et psychiatrique. Donc, un jeune sur trois, là, sur ce nombre, il y a 40 fois plus de demandes. C'est 47% des jeunes sous double loi qui ont vécu de l'itinérance. Donc, on se retrouve avec des jeunes qui vivront des situations encore marginales et qui auront également peut-être avoir besoin d'aide pour prendre un chemin différent. Donc, ils auront des intervenants dans leur vie à leur sortie des centres de jeunesse. Le PQJ vise à accompagner les jeunes plus vulnérables qui sortent de placement. Donc, je me suis poser la question par rapport aux jeunes qui ont un accompagnement plus spécifique, c'est-à-dire que si on prend les statistiques qu'on vient de voir, il y a des jeunes qui, parmi ces jeunes-là, sont encore plus, je dirais, vulnérables. Et ceux-là, on leur offre des services parfois plus spécifiques. Donc, le programme PQJ en est un qui vise justement à accompagner les jeunes qui ont un réseau et un soutien d'aide qui est plutôt faible. Donc, on les aide à développer des réseaux et des soutiens d'aide qui pourraient leur être utiles à la sortie de leur placement. Puis on prépare, en fait, on peut créer des nouveaux liens avec ces jeunes où on peut en fait s'assurer qu'on solidifie ceux qu'on a avant la sortie. On les prépare également au passage à la vie adulte, à la vie autonome, dans le sens où on les aide à développer des compétences dans différents domaines, dans la vie quotidienne, renforcer les compétences qu'ils ont déjà. Donc, travailler la confiance du même coup et travailler la capacité à aller chercher de l'aide pour développer des compétences. On avait aussi l'objectif dans ce programme d'intégrer 75% des jeunes dans le marché de l'emploi ou dans une formation qualifiante. Donc, c'est avec eux qu'on veut, en fait, on veut développer leurs habiletés en mettant en profit leurs aptitudes, en développant des réseaux pour favoriser leur intégration sociale et professionnelle. Donc, les critères d'admissibilité au PQJ première version, les jeunes qui ont été rencontrés, je vous le dirai un peu plus tard, sont des jeunes qui ont participé au programme lors de la première version du programme. Donc, je ne vous lirai pas tous les critères d'admissibilité, vous les avez à l'écran, mais je pourrais peut-être, ce qui est en gras, je pourrais peut-être vous nommer ceux qui sont en gras pour voir les grands critères, les grandes lignes qui faisaient en sorte que les jeunes étaient choisis. Alors, il faut être âgé de plus ou moins 16 ans. Le programme est sur une base volontaire, chose qui est plutôt rare dans les programmes offerts en centre jeunesse. Il faut avoir connu une longue période de placement, donc. Et il fallait aussi avoir des possibilités de réintégrer, aucune possibilité, pardon, de réintégrer le milieu familial ou des possibilités très réduites. Donc, ce sont, comme je le disais, des jeunes qui risquent d'être plutôt seuls à la sortie de leur placement. Donc, disposent d'un réseau social plutôt précaire. Et on peut établir un pronostic sombre pour ce qui est de l'intégration sociale à la majorité. La question de recherche. Alors, compte tenu de l'importance de la participation dans le processus d'autonomisation des jeunes placés qui transitent à la vie adulte, la recherche s'intéresse à la participation des jeunes qui ont un accompagnement PQJ. Donc, je me suis centré sur ces jeunes qui sont parmi les plus vulnérables pour voir si la participation de ces jeunes-là était de quoi elle avait l'air, si on veut, la participation des jeunes qui sont dans des milieux de placement et qui sont parmi les plus vulnérables.
Alors, la question générale porte sur dans quelle mesure les jeunes accompagnés par le PQJ ont expérimenté la participation dans leur milieu de vie, dans leur milieu de placement. Les questions plus spécifiques ont été dans quelle mesure les jeunes ont pu exprimer leur point de vue dans leur milieu de placement. Ensuite, dans quelle mesure les jeunes ont perçu que leur point de vue avait un poids dans leur milieu de placement. Alors, avec ça, on fait, à mon avis, un tour là, euh, de quoi avait l'air la participation pour ces jeunes dans leur milieu. La lunette qui m'a été utile là, pour faire ce travail, c'est le modèle conceptuel, c'est le modèle en fait de Lundi qui devient mon cadre conceptuel. Euh, c'est un modèle qui vise à permettre aux intervenants, aux institutions qui ont la responsabilité des jeunes d'établir des principes pour que ces derniers arrivent à faire entendre leur voix, mais surtout pour que cette voix-là ait un poids dans les décisions qui les concernent. Pardon. Alors, je pense que ce modèle peut nous être utile là, justement pour voir si les institutions ou les programmes euh, considèrent la parole des jeunes et qu'est-ce qu'ils font pour que, qu'est-ce que les gens qui les mettent en place font pour que la parole des jeunes soit entendue et ait un poids dans les décisions qui vont être prises. Donc, ce modèle permet d'opérationnaliser la participation des jeunes en se basant sur les 4 dimensions que le modèle identifie comme étant déterminants. Alors, assez simple comme disposition, comme cadre. Ça nous permet, entre autres, de passer en revue un peu les pratiques en regardant 4 concepts qui sont centraux là, dans le modèle. Alors, la voix, qui consiste en fait à faciliter là, les jeunes à pouvoir s'exprimer, à pouvoir faire entendre leur point de vue. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qui favorise la parole, la prise de parole? Est-ce qu'on leur offre un accompagnement qui est adéquat justement pour être capable de donner son point de vue? Est-ce qu'on prépare des rencontres avec lui? Est-ce qu'on l'aide à formuler des points de vue? Alors, toutes ces questions-là peuvent être posées. Ensuite, l'espace. Alors, est-ce qu'il y a des opportunités pour que les jeunes puissent faire entendre leur point de vue? Est-ce qu'on a prévu des opportunités pour que la parole des jeunes soit entendue? Alors, c'est une question assez importante dans les processus, en fait. Est-ce qu'on s'assure que dans les processus, il y a des espaces qui sont prévus pour entendre le point de vue des jeunes? Le troisième concept parle de l'auditoire. Donc, qui écoute ces points de vue, qui est à l'écoute des besoins des jeunes, de ce qu'ils nomment eux, comme étant leurs besoins. C'est important de savoir est-ce qu'il y a un auditoire qui est présent et qui est à la limite décisionnel. Ensuite, quelle influence aura le point de vue de ces jeunes lors de la décision finale? Est-ce que ça sera entendu? Est-ce qu'on accordera une importance qui sera identifiable? Est-ce que les gens en poste décisionnel se laissent, acceptent la négociation avec les jeunes pour pouvoir prendre une décision finale? Lundi sépare ces 4 concepts-là en 2 parties. Donc, vous l'aurez compris, c'est assez logique comme façon de répartir les choses. La voix et l'espace, Lundi nous dit que c'est la partie dont on pourrait appeler là, la partie qui permet d'exprimer son point de vue. Donc, est-ce que les conditions de base là, sont là pour permettre aux jeunes d'exprimer leur point de vue? Ensuite, la deuxième partie nous dit que est-ce que le point de vue a un poids? Est-ce que ça permet d'avoir une influence sur la décision? Donc, l'auditoire et l'influence nous permet là, de voir si les jeunes s'adressent aux bonnes personnes au bon moment, et puis est-ce que les décisions qui sont prises ont considéré le point de vue.
Donc, la méthodologie que j'ai utilisée, ce sont des entrevues semi-dirigées avec des jeunes de 18 ans et plus. Donc, 6 jeunes de 3 régions différentes qui ont été accompagnés dans le cadre de la première version de PQJ. L'analyse préliminaire de contenu thématique basée sur la dimension du cadre conceptuel sur la participation, donc aidée par le cadre conceptuel de Lundi. Alors, les résultats préliminaires que je vais vous présenter nous permettent d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Il y a 3 constats qui ressortent des entretiens. Alors, le premier constat, c'est que le contexte institutionnel, la hiérarchie et bureaucratie limitent la possibilité aux jeunes de participer aux décisions qui les concernent. Donc, ce que ça nous dit, en fait, c'est que le contexte dans lequel les jeunes sont placés, les règles, les façons de faire qui souvent sont mises en place plus pour faciliter le travail des intervenants ou des professionnels, limitent la possibilité aux jeunes là, de faire valoir leur point de vue. Alors, pour ce qui est des 4 concepts dont je parlais tantôt, on est plutôt dans des espaces plus pâles, si on veut. Là. Vous allez voir, ça va évoluer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les jeunes? J'avais envie de vous faire écouter, vous faire entendre, mais je vais lire les passages en question. Alors, Josiane nous dit, parce que là-bas, quand ils disent, si tu veux te plaindre, ils te donnent un papier. Après ça, tu remplis la demande, puis il faut que tu redonnes à l'intervenant. Moi, j'aimerais pouvoir l'amener directement devant le comité pour dire, OK, regarde, écoute, cet intervenant-là a abusé de son pouvoir. Mais au contraire, je pense que la seule affaire que les intervenants faisaient, ils disaient, redonne-moi, puis la seule chose qu'ils faisaient, c'est le déchirer. C'est l'impression que, c'est les propos que Josiane a tenus sur cette question-là de est-ce que ta voix était considérée? Sauf, alors voilà, juste lui nous dit, sauf que quand la décision venait de plus haut, genre, j'avais pas de pouvoir, il fallait que j'en parle un peu de pouvoir, excusez-moi, il fallait que j'en parle aux éducateurs, puis qu'eux autres allaient peut-être avoir un peu de pouvoir, et encore là. Souvent, quand ça vient de plus haut, ils font ce qu'ils pensent qui est bon et ils ne vont pas chercher plus loin. Alors, juste, c'est un peu ce qu'il nous dit aussi, c'est que euh, il y a un contexte, là, encore une fois, de la bureaucratie, ce qu'on appelait tantôt la nouvelle gestion publique, qui fait en sorte qu'il y a une hiérarchie qui s'installe, puis que pour que la personne puisse faire entendre son point de vue, elle doit passer par la hiérarchie et le sentiment d'être loin du processus décisionnel. Le dernier passage concernant cette question-là, moi, mon éducateur de suivi, c'était la bosse du centre. Fait que moi, j'avais le droit à un peu plus de droits si je voulais des permissions ou quelque chose comme ça. Donc, Julie, elle a vécu une expérience différente. Elle dit, moi, c'était ma boss qui s'occupait de moi. Fait que c'était la boss des autres qui s'occupait de moi. Donc, j'avais l'impression d'avoir un peu plus de privilèges. Donc, comme je le disais tantôt, on est dans un contexte là, un peu plus de nouvelle gestion publique. 3 constats qui ressortent des entretiens également. Le deuxième nous porte sur l'éducateur PQJ qui peut jouer un rôle de médiateur entrepreneur qui favorise la participation des jeunes. Alors, comme je le disais un peu plus haut avec Gressler, le rôle de médiateur entrepreneur est important. Il semble que, selon le point de vue des jeunes, les éducateurs PQJ peuvent jouer ce rôle-là. Alors, la partie, disons, la première partie là, du cadre conceptuel, la voie et l'espace, pour ce qui est du programme PQJ, les jeunes qui ont été suivis en PQJ nous disent que les éducateurs les ont aidés à ce niveau-là. Juste nous dit, ouais, dans le fond, quand je faisais des rencontres avec lui, il me parle, puis on établit des choses, puis après ça, il me demande toujours si je veux qu'il en parle.
Si je ne veux pas qu'il en parle, il n'en parle pas. Sinon, il en parle pour trouver des solutions avec les autres éducateurs, les TS et les autres. Donc, on voit le rôle de médiateur et d'entremetteur entre l'éducateur et le jeune, entre pardon, les équipes d'éducateurs, les TS, etc., et le jeune qui permet en fait de peut-être aider le jeune à passer des messages, à faire entendre son point de vue, puis à rendre ça, comment je dirais ça, acceptable pour les gens qui vont les écouter. Euh, Jérôme nous dit, mais quand je dis, parce que moi, j'ai un peu de la misère avec l'autorité, puis mon PQJ le sait. C'était plutôt drôle en rencontre avec Jérôme. Fait que, il m'outille plus dans comment aborder les gens, comment aborder les gens d'une certaine autorité, comment je vais pas parler, je ne vais pas parler à un policier comme je parlais à mon ami, admettons, ou je ne vais pas parler à un juge comme si je parlais à mon ami. Il me montre vraiment avec telle personne que le respect passe avant tout. Donc, l'éducateur PQJ joue le rôle de médiateur, et, mais aussi de, comment je dirais ça, de personnes qui aident à formuler les demandes ou les, les, les incohérences ou les désaccords d'une manière qui sont socialement acceptables dans le milieu dans lequel il est. Euh, ensuite, mais non, avec le PQJ, ce qui est le fun, c'est que c'est pas un éducateur plancher. Fait que tu peux lui parler, puis il n'y a pas vraiment de répercussions au niveau de ce qui se passe à l'unité. Donc, c'est le rôle un peu sur une base volontaire dont on parlait tantôt. Le jeune Jules, lui, il sent que avec l'éducateur, PQJ, c'est différent. Le PQJ, lui, il n'y a pas un rôle euh, qui va punir, en fait, là, le jeune en question ou qui va avoir des répercussions sur le reste de son parcours ou sur sa vie à l'unité. Alors, c'est un peu le constat que nous voyons, c'est ce que Gressler, je vous rappelle, nous parlait pour ce qui est de la médiation que l'éducateur peut faire et le côté entremetteur qui peut aussi faire en sorte que la personne va être en contact ou va créer une discussion, un dialogue avec d'autres professionnels qui l'entourent. Le troisième constat, ça porte sur le poids du point de vue des jeunes qui sont suivis par PQJ. Celui-ci demeure limité, comme vous le voyez, comme il est écrit, la question de l'auditoire et de l'influence est plutôt limitée dans les données que j'ai. Les jeunes l'ont exprimé de façon assez claire. Elle ne pouvait pas m'accompagner. Elle n'avait pas de pouvoir. Elle n'avait pas d'outils. Elle n'avait rien. Elle pouvait juste m'écouter. Si j'avais une idée, elle pouvait me dire où aller, me dire comment faire mes démarches, mais pas plus que ça. Donc, c'est Joseph qui nous dit ça en disant il y avait une bonne volonté, mais elle n'avait pas vraiment de pouvoir d'influence. Est-ce que tu sens qu'avec PQJ, tu as plus d'influence sur les décisions? Question que je lui ai demandé. J'ai pas plus d'influence, j'ai pas moins d'influence. Donc, pour juste, c'est pas difficile de remarquer s'il y a une différence, en fait, entre l'accompagnement que PQJ lui a donné, toujours en lien avec la participation, et, euh, et la vie à l'unité. Les intervenants ont suivi le plan parce qu'écoute, c'est lui, le PQJ, qui a le gros bout du bâton. C'est lui qui sait quoi faire avec moi. L'intervenant ne peut pas dire qu'il ne fera pas parce qu'il n'est pas prêt. Mon PQJ était là. Donc, Josiane, elle exprime un avis assez contraire qui dit, ben, mon éducateur PQJ, c'est lui qui avait le gros bout du bâton. C'est lui qui pouvait dire aux autres c'était quoi le plan qui devait être mis en place. Donc, ça fait des liens avec ce que McPherson nous dit, en fait, hein, c'est que les jeunes, ils ont une écoute,
mais pour ce qui est de l'influence qu'ils peuvent avoir sur les décisions, c'est plutôt faible. Les jeunes que j'ai rencontrés ne m'ont pas vraiment parlé d'une influence sur les décisions. Ils ont l'impression que ça se passe euh, sans eux, en fait. Même si l'éducateur PQJ a une bonne volonté et veut jouer ce rôle d'entremetteur et de médiateur. Alors, pour ce qui est de la discussion et de la conclusion de cette présentation. Alors, un petit retour sur la question de recherche. En fait, la question générale, elle nous dit dans quelle mesure les jeunes accompagnés par le PQJ ont expérimenté la participation dans leur milieu de placement. On peut dire que les jeunes rencontrés disent avoir exprimé davantage leur point de vue, mais sans observer une réelle influence. Donc, on l'a vu, il y avait différentes personnes qui se sont prononcées sur cette question-là, puis ils nous disent en fait qu'il semble que le PQJ est à l'écoute, mais qu'il y a un lien qui s'est créé, qui est différent, mais qui en même temps leur fait aussi réaliser que l'influence n'est pas plus grande qu'avec une autre intervention, avec un autre éducateur. Les questions spécifiques, pardon. Dans quelle mesure les jeunes ont pu exprimer leur point de vue dans leur milieu de placement? Encore une fois, il n'est pas évident dans les passages que je vous ai fait entendre que qu'il y a des processus là, qui sont assez clairs pour que les jeunes aient la possibilité d'exprimer leur point de vue. Ça se passe un peu de façon aléatoire et c'est pas structuré comme tel que le point de vue doit être entendu pour prendre des décisions, selon évidemment ce qu'eux ont vécu. Dans quelle mesure les jeunes ont perçu que leur point de vue avait un poids dans leur milieu de placement? Alors ça, c'est intéressant. On voit qu'il y a une personne qui nous dit ben moi, ma boss, en fait, la boss de l'endroit, elle faisait en sorte que j'étais plus entendu que les autres. D'autres ont dit ben mon éducateur PQJ, moi, il y avait une influence là, quand même, là, lui. Mais pour la plupart, ce qu'il nous dit, c'est que il y a une bonne volonté, il y a une bonne écoute, il y a un bon lien, mais euh, pour ce qui est de l'influence sur les décisions, c'était pas très, très évident. Donc, disons des pistes de solutions potentielles pour ce qui est de la suite à la lumière de mon travail que j'ai fait. J'arrive à trois pistes, trois constats qui peuvent être soulevés. Euh, le premier constat, c'est réduire les entraves bureaucratiques. Alors, toute la question des papiers, de la hiérarchie, des choses qui peuvent paraître pour les jeunes euh, des entraves, en fait, des barrières à ce qu'ils puissent exprimer leur point de vue, puis avoir un sentiment de justice en lien avec l'institution. Ça pourrait peut-être être revu, être amélioré. Euh, En tout cas, on pourrait peut-être donner aux jeunes plus d'accessibilité aux décideurs, avoir le sentiment d'être plus dans le processus de décision, dans le cercle décisionnel. Ensuite, le deuxième constat, il parle plutôt de l'approche PQJ qui semble euh, qui semble être appréciée par les jeunes, puis qui semble avoir une forme de respect du point de vue des jeunes et qui favorise la prise de parole, du moins l'échange qui permet de trouver des solutions. Peut-être que cette approche-là pourrait être plus présente, avoir une place plus prédominante. Le PQJ plus tôt, peut-être, pour socialiser à la participation, si on considère que, alors là, je dis le PQJ, mais ça peut être les intervenants aussi, mais disons que la socialisation à la participation est importante, puis peut-être que ça devrait arriver plus tôt dans le processus, dans le cheminement des jeunes. Si on attend vers la fin, vers le 18 ans ou le moment où ils quittent les services, ça veut dire qu'ils n'auront pas beaucoup d'expérience de socialisation. C'est ce que la littérature nous dit. Je pense à Gressler là, et, et ses collègues. Le troisième constat, le point de vue des jeunes dans les notes cliniques
entre autres, par exemple, n'est pas est pas très clair. Est-ce qu'on devrait formaliser un peu plus la question du point de vue des jeunes? Évidemment, il ne faut pas rajouter de la bureaucratie pour rajouter de la bureaucratie, mais comment on peut faire en sorte que les jeunes, le point de vue des jeunes soit respecté et soit considéré? Est-ce que l'éducateur PQJ pourrait être un gardien de ce pouvoir-là, de s'assurer que le point de vue des jeunes soit entendu et soit considéré dans les prises de décision? Peut-être. Peut-être que ça peut être quelqu'un d'autre aussi, mais est-ce que, vu qu'il y a un rôle plus privilégié, est-ce qu'il pourrait jouer ce rôle-là aussi? C'est une question que je vous pose. En conclusion, ben écoutez, il y a un momentum quand même suite à la commission Laurent et à l'arrivée du PQJ 2.0. Est-ce que le PQJ va avoir une influence sur la pratique en institution? Ben, peut-être. On sait qu'il y a un meilleur financement. Il y a eu plus d'éducateurs embauchés, PQJ, pour s'occuper de plus de jeunes. Il y a maintenant une coordination nationale qui vise à s'assurer qu'il y a une vision partagée de l'intervention, donc une forme de meilleure compréhension de c'est quoi le programme et de l'approche qui est mise de l'avant. Mais on peut se poser la question par rapport aux autres jeunes placés, ceux qui n'auront pas le suivi PQJ, ceux qui ne l'ont pas, est-ce que eux, on peut les socialiser à la participation? Est-ce qu'on peut mettre en place des processus qui s'assureront que le point de vue des jeunes sera entendu et considéré dans les décisions? C'est à mon avis, une bonne question. Alors, ça nous prendrait peut-être plus d'études sur la participation des jeunes en protection de la jeunesse de façon plus large, afin de voir si la population en général qui passe par les services vivent ce que les jeunes que j'ai rencontrés m'ont raconté. Peut-être plus d'études aussi sur la structuration actuelle des services, hein, avoir plus de données sur les effets de la bureaucratie, de la hiérarchie, donc de la nouvelle gestion publique, sur la participation des jeunes, sur la liberté là, d'émettre son point de vue, puis de prendre des décisions sur sa vie. Alors, merci beaucoup. Voilà, c'est terminé.